Bonjour à tous et bienvenue dans Auto Légende. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Christophe, un grand passionné qui a beaucoup à nous apprendre. Salut Christophe. Bonjour Angélique. Ça va? Et toi? Tu Ben vas oui, bien? Ça va, merci. Bon, mais je te propose qu'on aille se poser, s'installer tranquillement pour que tu puisses me parler un petit peu de ta passion. Oui, super, Ouais, on y va. allez, c'est parti. Bon Christophe, on se voit dans un contexte un peu particulier puisqu'on est sur un circuit. C'est une voiture de course que tu vas me présenter ou pas? Oh, pas tout à fait une voiture de course, mais c'est vrai qu'elle pourrait rouler sur circuit, mais sinon Ouais. on peut rouler sur la route Normal. normale, oui. Ouais. Et par contre, c'est plutôt une voiture qu'on sort quand il fait beau. Donc elle n'a pas de toit, cette voiture? Non, effectivement, elle n'en a pas. Elle pourrait en avoir un, mais enfin, elle est mieux sans. Elle est mieux sans. Bon, de toute façon, on la découvrira tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Christophe? Aujourd'hui, j'ai cessé mon activité, je ne travaille pratiquement plus. Ouais. Par contre, j'ai travaillé jusqu'à l'année dernière, essentiellement dans le sport automobile. Ah d'accord, donc tu étais quand même dans le milieu. Alors du coup, qu'est-ce que tu faisais, Christophe, exactement? C'était quoi ton métier? Mon métier, c'était de dessiner des voitures. Enfin, je travaillais en bureau d'études à la conception de, Ah, la tu conception de dessinais voitures. des voitures, carrément? Oui. Ben, c'est assez rare comme métier, dis donc. C'est quand même un privilégié. Oui, c'était un peu un privilège, oui. Ouais. Moi, j'ai toujours pris ça d'ailleurs comme un privilège, comme une chance. Hein. Et d'ailleurs, je n'avais pas vraiment l'impression d'aller travailler. Quelquefois, oui, le soir, je regardais maman, je me dis, mince, il faut rentrer peut-être à la maison et commencer. Oui, parce que c'était vraiment pas... C'était ma passion. Donc, effectivement, quand on fait les choses par passion, on les fait... Voilà, on n'a pas l'impression de vraiment de travailler, finalement. J'ai l'impression de ne jamais avoir travaillé, finalement. Ah oui, donc toi, tu as passé ta vie en vacances, alors c'est ça? Oui, mais ça allait loin parce que quand j'étais en vacances, j'étais presque pressé de retourner travailler et pendant mes vacances, j'ai appelé mon travail pour savoir s'ils avaient fait ci ou ça, pour savoir si les choses avançaient pendant que j'étais pas là. Quoi. Oui, en fait, je déconnectais jamais. Et cette passion pour les voitures, du coup, ça vient d'où? Dis-moi. Ça vient depuis que je suis petit. Enfin, je crois que j'ai toujours eu cette passion pour les voitures. Je n'ai pas d'explication, mais j'ai toujours été attiré par les voitures depuis, mais vraiment, j'avais 6 ans, 7 ans. Ah oui, déjà... ça remonte alors. Oui, ça remonte loin. Tes parents n'avaient pas de voiture, Si, mes parents avaient non, mais pas de voiture, on avait une voiture juste pour le quotidien, mais mes parents étaient plutôt des intellectuels et pas du tout portés sur la mécanique. Voilà, Donc toi, ça t'est venu comme ça t'est tombé dessus et tu t'es dit, je veux travailler dans l'automobile et tu as tout fait pour... Oui, je crois que vers 10 ans, j'avais vraiment décidé que ma vie, c'était de construire des voitures. Donc petit déjà, tu dessinais, parce que bon, moi aussi quand j'étais petite, je dessinais des robes et tout, mais bon, de là en faire mon métier, c'est quand même difficile. Comment tu as réussi à mettre le pied à l'étrier? En fait, j'ai essayé d'orienter mes études pour pouvoir exercer ce métier-là. Donc je suis rentré dans une école qui me permettait, donc une école de mécanique, qui me permettait après d'envisager de pouvoir travailler. Ceci dit, c'était pas évident. C'est pas parce qu'on décide de faire quelque chose que les choses se font forcément. Et donc je crois que j'ai eu un petit peu de chance de pouvoir mettre le pied à l'étrier sur un projet de voiture pour les 24 heures du Mans. Donc c'était fin 1981 pour Le Mans 1981, où les 6 derniers mois, j'ai intégré une écurie, c'était presque un bien grand mot, hein, une société donc, qui finissait une voiture pour rouler aux 24 heures du Mans en 1981. Et les choses se sont plus ou moins bien passées dans la mesure où en 1981, on n'a pas été qualifié, on n'a pas pu faire la course. Et du coup, tu avais quand même participé au projet, tu avais dessiné aussi oui, la voiture. Il y avait une partie dessin, une partie réalisation. Il y avait encore un certain nombre de choses à terminer sur la voiture. Et puis après, surtout, il fallait finir de l'assembler. Et puis après, il y a eu les essais. En fait, on faisait un petit peu tout. On faisait la conception, on faisait le montage et puis on participait aux essais. Donc, sur le terrain, tu voyais tout. En fait, c'était ça qui était intéressant, c'est qu'on finalement, on faisait tout. La seule chose, c'est que voilà, on était quand même une petite structure et avec des moyens financiers qui étaient quand même très, très réduits. Du coup, Le Mans ne s'étant pas passé aussi bien que ce qui était prévu, on s'est retrouvé en difficulté financière. Je me suis retrouvé finalement sans travail à l'issue de cette expérience. Et après, tu as travaillé pour d'autres grands noms. Qu'est-ce que tu as fait après? L'intérêt de cette première expérience, c'est justement de pouvoir justifier
d'un petit peu d'expérience. Et donc, c'est ça qui m'a permis de rentrer chez Automobile Martini. D'accord. Et j'avoue que ça s'est fait presque du jour au lendemain. Je suis arrivé à Manicourt, mais c'est vrai, hein, le soir, je ne savais même pas où j'allais dormir. J'ai pris mes valises, ma voiture, et je suis parti de Paris. Je suis arrivé à Manicourt, que je ne connaissais pas du tout. Et c'est ça qui, finalement, a lancé un peu toutes ces années pendant lesquelles j'ai pu finalement exercer ma passion, quoi. Et ça, c'était vraiment bien. Et après, donc, tu as travaillé Alors, j'ai travaillé pour eux pendant 27 ans, Ouais. tout cumulé, sauf que j'ai fait une petite parenthèse de 4 ans dans 2 écuries de Formule 1, donc de fin 1988 jusqu'à août 1992, donc pendant 4 ans. J'ai travaillé 3 ans pour AGS, qui était à Gonfaron. Gonfaron, c'est dans le Var, un petit peu au nord de Toulon. Et puis pour Larousse Lamborghini, qui était sur le circuit Paul Ricard. Ouais. Et tu as gardé des souvenirs de cette époque? Oui, j'ai ramené quelques photos. Ah, ben parfait. Ben écoute, je veux voir ça. Qu'est-ce Ouais, que tu m'as ramené alors? Mes premières réalisations, les premières Ah ouais. voitures sur lesquelles j'ai travaillé. Ça, d'ailleurs, elle porte numéro 37, donc la MK37. C'est une Ouais. voiture qui a roulé en 1982, donc qui a été dessinée sur l'année 81 et le début de l'année 82. Ah, et donc ça, c'est toi qui l'as dessiné? Cette voiture est une évolution du modèle de l'année d'avant, donc j'en ai fait qu'une partie. Une partie, d'accord. D'abord parce que quand je suis rentré, l'année était déjà avancée, et puis il n'était pas prévu de refaire la voiture de A à Z. Voilà. En fin de compte, au fur et à mesure des années, soit on améliorait le modèle de l'année d'avant, soit effectivement à certains moments, on repartait de zéro. Et après, donc, qu'est-ce que tu as à me montrer? Donc ça, c'était la première. Ça, c'était la première, ça, c'était la suspension arrière de cette voiture. D'accord, donc Justement, tu as c'est sur dessiné. cette partie-là que j'avais essentiellement travaillé, sur la partie arrière. D'accord, c'est du sacré travail, dis donc. Et puis, ça, c'est justement la voiture qui est venue l'année suivante. Justement, je parlais d'évolution. Oui. Là, en fait, cette voiture-là était arrivée un petit peu au bout de son développement, et c'était le début des voitures à effet de sol. En fait, à un moment donné, il fallait vraiment repartir de zéro pour vraiment adapter la structure, le châssis de la voiture à cette nouvelle technique qui permettait d'augmenter très notoirement les performances de la voiture. Ouais. Donc on a redessiné tout le châssis, beaucoup plus étroit et beaucoup plus approprié à avoir des flancs équipés avec cette aile d'avion dessous qui permettait de gagner énormément en appui sur la voiture. Donc il y avait un gain de performance entre cette voiture-là et la précédente qui était très significatif. Et puis là, je te montre une dernière photo. Ouais. Alors, c'est pas tellement ce qu'il y a au premier plan qu'il faut regarder, c'est ce qu'il y a à l'arrière-plan. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Parce que c'était ma première Mini. Ah, d'accord. Ah oui. Et donc, c'est une voiture sur laquelle j'avais beaucoup travaillé parce qu'elle était beaucoup modifiée. Je l'avais modifiée pour faire du circuit. Ouais. Et depuis, d'ailleurs, cette Mini, j'ai dû malheureusement la revendre. Et comme elle me manquait beaucoup, j'en ai racheté une. Ah d'accord, donc tu as d'autres voitures en plus de celles qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, enfin j'en ai une deuxième. Ouais. Puis c'est vrai qu'à l'avenir, j'aimerais bien en faire d'autres. D'accord. Mais bon, on va déjà finir cette deuxième, et puis après, quand elle sera finie... L'intérêt de cette deuxième Mini que j'ai rachetée, c'est qu'elle est beaucoup plus ancienne que la première, parce que celle que j'ai rachetée, elle a 50 ans. Elle est de 1969, et donc c'est un projet qui était plus intéressant que celle-là. Celle-là était relativement récente. Moi, je m'étais toujours dit que si j'en rachetais une, j'essaierais d'en prendre une beaucoup plus ancienne. Et alors, du coup, aujourd'hui, c'est pas une Mini qu'on va voir comme voiture? Non, c'est pas une Mini. Par contre, il y a quand même un indice, c'est que c'est peut-être une voiture anglaise. Ah, c'est peut-être une voiture anglaise. Donc elle n'a pas de toit et elle est anglaise. D'accord. Bon, ben écoute, pas une voiture de course, une anglaise sans toit. Et assez ancienne. Et assez ancienne. Bon, ben écoute, on va aller voir ça. Avec plaisir. Allez. Bon alors Christophe, moi il me tarde de voir cette voiture parce que depuis tout à l'heure tu m'en parles, mais là je vois pas du tout de quoi il s'agit. Je te propose de la découvrir, elle est juste derrière cette porte. Avec grand plaisir. Je te suis. Ah ben oui, effectivement, une Austin. Oui, une Austin LA, le petit modèle, la Sprite de 1959. Ouais. Je te propose de la sortir pour la découvrir un petit peu. Oui, avec grand plaisir.
Ah bah dis donc, joli bruit, hein. Mais attends, Oui. t'as pas de poignée là sur la portière? Non, c'est trop lourd. Ah bon, c'est trop lourd? Mais en fait, sur ces voitures-là, qui sont des roadsters, ou qui sont finalement naturellement sans toit et sans vitre latérale, les Oui. poignées sont à On l'intérieur. n'a pas de poignée non plus. Enfin, c'est plus joli, ça permet d'avoir Ah, une ligne oui. un peu plus épurée. Devant, on a les petits C'est phares grand. ronds de Ouais, la c'est- grenouille, c'est ça? C'est un petit peu, je dirais, la caractéristique de cette Ouais. voiture, c'est ces deux gros phares sur le capot. Et tu sais qu'on l'appelle aussi les yeux de punaise? Je sais qu'aux États-Unis, elle a un autre nom, elle s'appelle Bug Eye. Ouais, les yeux de punaise. Bon, c'est pas terrible, hein, on préfère la grenouille, mais bon. Après, devant, on dirait qu'elle sourit un petit peu comme ça. C'est vrai qu'elle est jolie, elle a une jolie ligne, elle est sympa. Bah, Hein. c'est ce qui m'a fait T'as craquer pour cette ouais. voiture. Oui, c'était vraiment cet aspect de capot avec ses deux gros yeux dessus. Ouais, c'est vrai qu'elle a un joli capot, un joli avant avec ses phares comme ça. Et le coffre, donc, il y a une Mais spécificité. de la même façon qu'effectivement, il n'y a pas de... Ouais, Il n'y a pas de poignée non sur plus. les portes, il n'y a pas d'ouvrant non plus derrière, donc il n'y a Ouais. rien qui s'ouvre derrière. Et l'accès au coffre se fait par les sièges. Tu peux me montrer comment... Voilà. En fait, tu bascules et là, en fait, Ah tu oui. charges. Ah, Il y, a d'accord. il y a la roue de secours qui est tout au fond. C'est pour ça d'ailleurs aussi que sur pas mal de voitures, on rajoute un porte-bagages derrière parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup Ah de oui, non, volume. mais là, tu fais pas les courses avec, là. Non, mais donc on peut mettre des valises sur un... Ah ouais, ouais. Et sur donc, un- du coup, derrière, on n'ouvre pas, Et alors. du coup, derrière, on n'ouvre pas, il n'y a que juste l'ouverture pour le réservoir. Et Pour le réservoir. même le pare-choc est simplifié à son maximum, hein, il y a juste Ouais. deux parties verticales, il n'y a pas de partie D'accord. horizontale. Et devant, on peut ouvrir le capot devant? Oui, bien pour voir sûr. Ah ben, je te suis. Montre-moi, alors. Alors, Qu'est-ce qu'on retrouve là, alors, le là-dessous? capot est extrêmement lourd parce qu'il fait tout l'avant de la voiture. Il s'ouvre par-dessous. Ah oui, d'accord. Et il y a tout qui se... Et vous qui s'ouvre. Waouh! Voilà. Et ça tient comme ça, tout seul. Oui, c'est quelquefois... on hésite à passer dessous quand on sait le poids Ah oui, du ça capot. fait peur, oui. Et voilà, donc la mécanique, un petit 4 cylindres de 950 cm3 avec la boîte de vitesse qui est Ouais. derrière. Donc cette voiture a un chauffage. Il y a certaines voitures qui n'en avaient pas, c'était une option. De même que le pare-choc qui est devant, c'était une Ouais. option. À l'intérieur, d'ailleurs, au niveau du tableau de bord, le contour était aussi une option. D'accord. Donc cette voiture-là, mais certaines voitures ne l'avaient pas. Bon, ben Christophe, merci pour cette présentation. Dis-moi, toi qui as travaillé en F1, tu as dû côtoyer des pilotes, tout ça, j'imagine. Oui, j'en ai Ouais. côtoyé un certain nombre, oui. Bah écoute, ça tombe bien parce que je vais t'en présenter un. Ouais, super. Salut Bonjour Morgan, Christophe. Bonjour. ça Bonjour va? Angélique, ça va? Impeccable. Ouais. Ravi d'être là avec vous. Bon, bah écoute, alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, super auto, Super auto. petit gabarit. Comme toi, ça tombe bien. Voilà, c'est parfait. Et Ben- maintenant, à Christophe de me montrer. Je te propose Comment qu'on ça fasse un marche? tour. Allez, c'est parti, merci. Aujourd'hui, on est dans une très jolie voiture, une Austin Hiley. Voilà, donc présente-nous un peu cette voiture. On va commencer par le tableau de bord. Explique-nous un peu tous ces boutons. Ici, on a le starter qui permet donc de démarrer le moteur, c'est D'accord. avec ça. Ici, on a la commande de chauffage, D'accord? commande d'essuie-glace. Là, c'est les phares. On allume les phares en tournant ce bouton-là. Donc l'allumage des phares se fait autour de la clé de contact. Ça, c'est D'accord. juste pour mettre le contact sur la voiture. Ok. Ça, c'est Ah oui, tu m'en as parlé, c'est le lave-glace, C'est le c'est ça? lave-glace, C'est une pompe voilà. en fait, oui, c'est une pompe manuelle. manuelle, ok. Ici, c'est le starter, donc qui permet d'enrichir le moteur avant le démarrage. D'accord. La commande de clignotant ici. Ok. C'est excellent. La voiture, tu m'as dit, première fois sur circuit. Oui. Et toi, est-ce que c'est ta première fois sur circuit? Non, Non. j'ai déjà roulé Ah. en monoplace. D'accord. J'ai D'accord. même roulé ça, dans... ça doit te changer. Ça fait un beau bruit, hein. Ensuite, parle-nous un peu du châssis. Le châssis, contrairement à ce qui avait été fait jusque-là à l'époque, c'est une coque. C'est pas un châssis tubulaire habillé avec une carrosserie. D'accord. La coque est autoporteuse. D'accord. D'accord. Et donc, du coup, ça permet de gagner un petit peu de poids et de Oui, faire parce une... que cette voiture est très très légère. en Elle fait. fait à peine 600 kg. Ouais. Ouais, c'est ça, 600 kilos. Et justement, alors, maintenant parlons un peu des freins. Comment ça se passe?
Pas très bien les freins, c'est que des freins à tambour et c'est pas très puissant. Il faut vraiment appuyer fort sur la pédale, il n'y a pas d'assistance. D'accord, et puis ils sont pas très endurants, c'est ça? À tambour? Après, oui, ça a tendance à chauffer et puis surtout ils sont pas très gros. Hein. Mais ensuite, moi qui me suis un peu renseigné, c'est quand même une sportive sur le paquet. Mais est-ce que le but initial donc, quand ils ont créé cette voiture, c'était de rendre abordable une petite voiture de sport. Donc du coup, ils l'ont simplifié au maximum. Hein. Il n'y a pas de poignée de porte, il n'y a pas de coffre derrière. Oui, tu m'en parlais tout à l'heure. Voilà. En fait, c'est ce qui permet d'alléger la voiture, puis c'est aussi de baisser son prix son coût de production. Donc c'est une voiture qui a été produite à 50 000 exemplaires au départ, c'est ça? Oui, de mi-1958 jusqu'à pendant 4 ans à peu près. Jusqu'à 61, c'est ça? Jusqu'à 62 aussi. Jusqu'à 62, d'accord. Et ensuite, ils ont continué. Avec la MK2. MK2, ils l'ont fait évoluer en fait? Ouais, mais après, elles sont beaucoup moins jolies. En fait, le châssis reste sensiblement le même, mais ils ont rhabillé, ils ont mis des ailes et un capot au lieu d'avoir un capot d'un seul tenant. D'accord. Ils ont mis un coffre derrière, un ouvrant derrière. D'accord, et est-ce qu'elle est plus lourde? Oui, un petit peu. Oui. Pas beaucoup, mais un petit peu. Mais c'est surtout qu'elle est beaucoup moins. Enfin, moi, elle me plaît beaucoup moins. D'accord. Après, il y a eu une MK2, une MK3, une MK4. Il y a eu encore une évolution. Et je crois que les dernières versions datent de 1966-67 par là. Et après, il y a une particularité sur cette voiture, c'est on la surnomme Froggies. Donc, les yeux de grenouille, oui. Les yeux de grenouille à cause de ces phares plantés sur le capot. Alors, il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi, c'est ce qui m'a fait acheter la voiture. Ben, bien sûr, c'est un style. On va dire une Porsche. Une Porsche, ça a les phares ronds devant. Et c'est vrai que cette voiture, l'âme de la voiture, c'est vraiment ces phares ronds devant qui ressemblent à une grenouille, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est top. Après, tu me parlais aussi que le capot, il s'ouvrait. Il y a tout qui vient en fait devant. Tout est fixé sur les phares. Les phares sont fixés au capot. Et quand on ouvre le capot, il y a tout qui vient en fait. Les phares viennent avec le capot. D'accord. Le capot est très très lourd. Ensuite, au niveau des pneus, c'est des pneus de... C'est des pneus d'origine, c'est-à-dire pas très larges. D'accord, pas très larges. Oui, donc ça doit être joueur en fait. Ça doit glisser quand on roule un peu. Il faut faire attention, quoi. C'est une propulsion, bien entendu? Oui, avec une boîte 4 vitesses. Hein. D'accord, une boîte en H en 4. Oui. Ok. Après, ce qui est marrant, c'est que là, je suis dans le siège et c'est vrai que ça fait tout petit. On a l'impression que c'est tout petit. Qu'il n'y a que les petits comme moi qui peuvent rentrer dans la voiture, mais en fait, il y a énormément de place pour les jambes. Oui. Ça va très loin vers le moteur parce que c'est un tout petit moteur en fait. Le moteur est au milieu en fait. Il est entre les... Le moteur, il est juste derrière. Ah, il est juste là avec la boîte de vitesse à l'avant. La boîte de vitesse, elle est là. La boîte de vitesse juste là, ouais. Tout est ultra compact en fait. Ah, c'est vraiment de la mécanique pure. Et ensuite, la boîte, tu me disais que c'est assez fragile ou pas? Oui, elle n'est pas en super état d'ailleurs. La boîte, mon synchro de seconde, il est un petit peu malade. Bon, là, on passe pas la seconde, donc ça va. Après, c'est clair que ces joueurs, je trouve que c'est vachement fixé au sol. Il n'y a pas beaucoup de roulis quand on tourne. Il y a une grosse barre anti-roulis devant. D'accord, c'est pour ça, c'est renforcé, quoi. Et c'est vrai qu'on a quand même la sensation de vitesse, alors que bon, il n'y a que 46 chevaux. Bon, là, le moteur, tu m'as dit que tu l'avais un peu gonflé. Oui, il fait à peu près 65 chevaux ce moteur. 65 chevaux, et puis je trouve que ça fait un beau bruit. Ouais, parce que c'est pas l'échappement d'origine. D'accord, c'est quoi? C'est un pot inox? C'est surtout au niveau du collecteur. À la base, c'est un collecteur, c'est une fonderie, et puis après, il y a juste un tuyau qui part. Tandis que là, il y a ça part ce qu'on appelle un LCB, qu'on retrouve sur les Mini, ce principe d'échappement. Parce que la culasse est un peu particulière. Il n'y a que 2 ports d'admission et 3 ports d'échappement. D'accord. Ce qui fait qu'il y a un tuyau qui part pour le cylindre numéro 1, un pour le numéro 4, et il y en a un pour les cylindres 2 et 3. D'accord. Donc ce qui fait que dans le collecteur d'échappement, le tube qui sort du milieu, il est plus gros que le tube qui sort aux extrémités. Parce qu'en fait, il alimente 2 pistons. D'accord. Il récupère les gaz d'échappement de 2 pistons. Ok. Ensuite, parle-nous un peu, quand tu as acheté cette voiture, dans quel état elle était
Et dis-nous un peu tous les travaux que tu as dû faire pour vraiment la mettre telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà. En fait, quand j'ai récupéré la voiture, elle était intégralement démontée, ce qui s'appelle complètement démontée. D'accord. Donc moi, quand j'ai récupéré, la coque a été repeinte, elle avait été refaite. Et donc j'ai récupéré une coque. Je ne me suis pas du tout occupé de la peinture de cette voiture ni de la réfection de la carrosserie. J'ai récupéré une carrosserie qui était a priori restaurée. Oui, restaurée, mais d'origine. Oui, d'origine. Bien sûr. Et à côté, ben, j'avais un moteur, une boîte, un pont, j'avais tout qui était en pièces détachées à côté. D'accord. Mais bon, il m'avait dit qu'il manquait un certain nombre de pièces. J'avais plus les intérieurs du tout, il n'y avait plus de siège et il manquait vraiment beaucoup de choses. Ça n'a pas dû être simple parce que tu m'as dit aussi qu'avec Austin ne faisait plus trop les pièces, quoi. Ben, il y a quand même beaucoup de refabrication, D'accord. mais elles ne sont pas forcément de qualité. Ah ouais. Donc si on a le choix, ne serait-ce que d'ailleurs pour l'authenticité de la voiture, il vaut mieux restaurer une pièce ancienne que de remettre une pièce neuve. Mais après, il y a des moments, on peut, soit si Il n'y a on pas l'a le choix. il y a des moments où on n'a pas le choix, soit parce que la pièce est vraiment trop abîmée, ou soit tout simplement parce qu'on ne l'a plus. Ce qui était le cas d'un certain nombre de pièces. Et donc, cette restauration, elle t'a pris combien de temps en fait? 2 ans à peu près, puisque cette voiture, ça fait presque 1 an qu'elle roule maintenant. Et je l'ai achetée il y a 3 ans, un mois de mai, il y a 3 ans. D'accord. Et Et 2016. toi qui es passionné, la restauration, tu l'as suivie, tu as mis les mains dedans ou tu l'as fait faire par un préparateur En fait, tu étais vraiment là pour voir ton bébé un peu évoluer, quoi. c'est moi qui ai tout restauré sauf le moteur. Le moteur, je l'ai démonté intégralement, j'ai tout nettoyé. Et après, c'est un préparateur moteur. J'ai trié les pièces, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire que moi, je peux pas, j'ai pas de machine pour réaliser le moteur. Bien sûr. Mais bon, c'est quand même toi qui as mis les mains dedans en tant que passionné. J'ai fait que ça. Donc c'est une fierté en clair de rouler avec là, toi. Cheveux au vent, le beau temps. Tout à fait. Moi, j'ai passé, je ne vais pas compter au nombre d'heures près, mais au moins 800 heures. Oh là 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 là. Quand on voit le gabarit de la voiture, on ne se rend pas compte. 800 heures. 800 heures. Il y avait beaucoup de travail de restauration. Le bloc moteur, il était. On n'a pas les photos, mais il était vraiment très très triste. Même la voiture, vu qu'elle a 60 ans et qu'elle était en pièces quand tu l'as récupérée, moi je trouve ça génial. On fait cette émission justement pour faire partager ça. Les passionnés, 800 heures de travail sur une voiture qui fait 650 kg. Ouais. Je trouve ça génial. Une des raisons aussi pour lesquelles j'ai choisi cette voiture, c'est que mécaniquement, c'est une voiture qui est simple. Le moteur, je le connaissais pour avoir travaillé sur des moteurs de Mini, sur le Série A, donc le moteur, je le connaissais bien. Et puis c'était un projet assez simple. À partir du moment où il n'y a pas d'ouvrant derrière, il n'y a pas de poignée de porte. C'est vrai, c'est vrai. C'est bruit de décoffrage, on va dire. Il n'y a rien d'électrique et tout. Donc au niveau restauration, finalement, c'est que de la mécanique. Voilà, c'est relativement simple. Et comme c'était mon premier projet de restauration, du coup, je ne voulais pas non plus partir sur un projet trop ambitieux, trop compliqué. Après, il y avait aussi le prix de revient de la restauration. Voilà. C'est tout ça qui entre en ligne de compte. Ceci dit, cette voiture me plaisait vraiment et ça fait, je dirais, une vingtaine d'années que j'avais vraiment envie de racheter cette auto. Donc en fait, c'est un plaisir de jeunesse, on va dire. Il y a 20 ans, j'étais déjà plus très jeune. Ouais, ça va, on va pas dire que t'es vieux non plus. Moi, je travaille plus maintenant, c'est ce qui me permet de consacrer un peu plus de temps. À ta passion. Je trouve ça, génial. En fait, même cette voiture, je ne pensais pas la racheter aussitôt. Je dirais que c'est un petit peu l'occasion qui a fait de l'avant. Moi, je pensais ne commencer la restauration des autos qu'à partir du moment où j'aurais arrêté de travailler, ce qui est mon cas aujourd'hui, pour pouvoir y consacrer de façon à ne pas laisser trop traîner les choses. Là, finalement, je ne me suis pas trop mal sorti parce que compte tenu alors que je travaillais, avoir réussi à faire ça en 2 ans, c'était plutôt pas mal. Bien sûr. Mais il a vraiment fallu que je m'accroche. Il y a des journées d'hiver, j'avais pas envie d'y aller dans le garage. Oui, bien sûr, je comprends. Mais écoute, Christophe, merci pour tout. C'était top et on se voit pour le prochain projet. Parfait. Mais moi, c'était un vrai plaisir de tourner sur un circuit, en plus tout seul comme ça. En plus, on est tout seul, c'est parfait. Allez, stand. Bon, il faut rentrer. Je vais le clignotant. Alors,
Bah, écoute, Comment c'était? excellent. Tu veux rester dedans? Petite, Tu pars plus, c'est ça? Une petite voiture très sympathique, franchement. Ouais, niveau sensation, ça niveau donnait quoi? sensation, mais on sent que c'est ultra léger. Ça on voit quand même, une fois de plus par rapport au poids, Oh, on le Christophe, sent c'est un bien. bon pilote aussi. Donc, et Christophe est un excellent pilote, bien entendu, je n'en doute pas. Et c'est vrai que c'est une voiture particulière qui m'a plu. Bon, eh ben, merci à vous. Merci à toi surtout Christophe pour nous avoir fait découvrir cette voiture. Et quant à nous, eh ben, on se retrouve très vite pour une prochaine découverte.